aujourd'hui, la psychiatrie n'a plus le soin comme objectif, la maintenance sociale lui suffit, et elle va donc fabriquer des dispositifs de surveillance des comportements, et on va donc passer de la compréhension de ce que fait le malade, de ce qu'il exprime par ses symptômes, n'est-ce pas, à simplement la traque de tout ce qui dysfonctionne chez lui. C'est-à-dire, on va essayer de mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs de surveillance, de contrôle et de normalisation des conduites. Donc, vous voyez, on peut dire que depuis déjà un certain temps, la psychiatrie fabrique le risque qu'elle serait censée devoir dépister pour mieux répondre aux exigences, non pas de la science, c'est ça que je voulais vous dire, mais d'un nouvel art libéral de gouverner, c'est de nouveaux rituels de gouvernementalité qui se font non pas de manière répressive, disciplinaire, etc., mais par, je dirais, des dispositifs sécuritaires. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va passer entre 1952, première version du DSM, du manuel de diagnostic statistique, n'est-ce pas, d'une soixantaine de troubles du comportement, en 1994, près de 400, mai 2013 aussi près de 400, et où on va inclure des choses comme la dysphorie prémenstruelle, c'est le trouble de l'humeur de certaines femmes avant leur règle, qui vont tomber dans la pathologie. En même temps, on voit bien comment en 1980, en enlevant l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel, ce geste technico-administratif guérit des millions de malades. Vous voyez ? Bon, en mai 2013, on va ajouter un trouble du comportement, par exemple, ça va être la silogomanie. La silogomanie, ça va être la tendance compulsive à accumuler des objets inutiles. Bon, tendance compulsive. En quoi est-ce que c'est pathologique ? Vous voyez ? Bon. Par contre, ça oublie quelque chose. Si on considère comme pathologique cette anomalie de comportement qui est d'accumuler, la compulsion à accumuler des objets inutiles, on oublie quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous sommes dans une société de consommation, c'est-à-dire que nous sommes dans une société d'obsolescence des objets. Mais cette dimension éthique, cette dimension culturelle est complètement gommée, complètement effacée. Entre 1979 et 1996, on va multiplier par 7 en France le nombre de diagnostics de déprimés. Ça ne veut pas dire qu'on a affaire à 7 fois plus de déprimés. Ça veut dire, si vous voulez, que le seuil de tolérance sociale a baissé et qu'on va inclure de plus en plus de monde dans le champ de la dépression. On va modifier les items qui permettent d'inclure quelqu'un dans le champ de la dépression. De la même manière, par exemple, aux États-Unis, entre 1985 et 1993, n'est-ce pas, on va casser le diagnostic de phobie sociale, ça veut dire d'hypertimidité, pour aller très vite. N'est-ce pas, un diagnostic d'hypertimidité, de phobie sociale, et on va le transformer, on va transformer la manière de classer, et on va inventer un nouveau trouble, le trouble de l'anxiété sociale, mais du coup on va faire passer de 3,8% d'Américains souffrant de phobie sociale à près de 20% souffrant de troubles d'anxiété sociale. Au moment où il y a eu la promotion publicitaire d'une campagne pour le Paxil, un médicament équivalent du Deroxa en France. Vous voyez ? Et donc c'est sans arrêt cela qui est en jeu, et là il faut voir qu'il n'y a pas simplement l'intérêt des industries de santé, il y a aussi la demande sociale d'un pouvoir sécuritaire qui ne sait pas comment s'y prendre pour gérer le flux des populations. Et donc, vous voyez que la notion de risque, par exemple, en psychiatrie, elle va venir remplacer aujourd'hui la notion d'expression par les symptômes. L'avantage de la psychanalyse, on peut dire beaucoup de mal de la psychanalyse, mais l'avantage de la psychanalyse, c'était de considérer que le symptôme avait un sens, qu'il exprimait quelque chose, qu'il était en quelque sorte, n'est-ce pas, le témoin de blessures de mémoire d'amour, de l'histoire d'un sujet. C'est-à-dire que le symptôme avait un sens, il avait une fonction autothérapeutique. Bien sûr, si le patient s'adresse à nous, c'est pour en changer, mais ce n'est pas le problème. On reconnaissait, par exemple, Winnicott va parler de capacité dépressive. On reconnaissait qu'il y avait une capacité dans le symptôme, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le symptôme, c'est 10, dysphorique, etc. C'est-à-dire, c'est du côté du déficit. Et donc, on voit bien comment, aujourd'hui, le symptôme, c'est du déficitaire. Et je crois que là, nous sommes face à quelque chose d'extrêmement problématique. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention en 30 secondes, c'est essayer de vous montrer que la manière même de diagnostiquer aujourd'hui, c'est diagnostiquer comme une machine. L'inventeur du DSM-3, DSM-4, DSM-5, qui est Robert Spitzer, n'est-ce pas, il a mis au point un système qui, dès 1968, est un système d'ordinateur, c'est un logiciel qui s'appelle Diagno, et qui fait qu'on rentre des informations dans la machine et elle recrache un diagnostic parmi les 27 possibles. Et
si vous voulez, c'est le prototype de tous les manuels qui vont suivre. Il n'y a plus du tout un échange avec le clinicien, qu'il soit psychiatre, psychologue, etc., thérapeute et autres, n'est-ce pas? Il y a, en gros, recueil d'informations qu'on fait passer dans une machine et qui recrache les diagnostics. Vous voyez que cette prévalence de l'automatisme n'est pas sans rapport, c'est ce sur quoi je voulais insister, n'est pas sans rapport avec les automatismes mis dans le champ social et mis dans l'économie industrielle, commerciale, financière, etc. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez aujourd'hui une espèce de financiarisation de l'ensemble des activités professionnelles. L'évaluation à l'hôpital, la T2A, la tarification à l'activité, dans le domaine de la recherche que je connais bien, les impact factors de revue, etc., n'est-ce pas, dans le milieu de l'information, la logique d'audimat et autres, sont les moyens par lesquels on contraint les gens à changer leur manière de penser leur métier et de transformer ces métiers, encore une fois, en services commerciaux, industriels, où tout ce qu'ils font n'a de valeur que eu égard à une tarification qui fait entrer le champ d'une logique de marché dans l'acte professionnel. Alors, pour terminer, c'est ça qui s'est joué très rapidement en psychiatrie, en psychologie, en psychopathologie ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a cassé tout ce qui était souci de prendre en charge le patient, de l'amener, de l'accompagner dans son auto-guérison aussi, parce qu'une thérapie, c'est aussi, n'est-ce pas, une mobilisation de la capacité du patient à se soigner lui-même. On a cassé tout cela, et à la place, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des dispositifs techniques qui font croire que c'est scientifique, alors que ça ne l'est pas, puisque quand on enlève un symptôme, parce que simplement on va voter, on vote, hein, pour les DSM, c'est de l'ordre du vote, donc c'est de l'ordre de l'opinion, c'est pas de l'ordre de la science. Vous voyez, c'est par vote. La psycholomanie, on va voter. Est-ce que l'addiction au sexe est pathologique? On vote en mai 2013, et là on dit non, c'est pas pathologique. Bon, très bien. Bon, est-ce que l'addiction à la nourriture c'est pathologique? On vote, et là on dit c'est pathologique. Donc, vous voyez, ce qui se donne comme scientifique ne l'est pas. Ce sont des techniques qui jouent sur le consensus entre des experts soi-disant savants, soi-disant, la plupart du temps, je vous jure qu'ils ne le sont pas, et donc, après ce vote, on va retenir quelque chose qu'on fait apparaître comme objectif, comme étant scientifique, et qui n'est bien souvent que lié, n'est-ce pas, à des effets éthiques et culturels d'une société.